Bonjour, bienvenue au musée de l'horlogerie et du décolletage. Voilà, c'est 10h10, c'est le vendredi matin. Donc, comme d'habitude, un petit live pour vous présenter une de nos horloges. Alors, j'ai un petit peu de mal à cadrer là. Je vais essayer de tourner, voilà, comme ça. C'est qu'on prend de la place toutes les deux dans l'écran. Aujourd'hui, je change de salle. Je quitte les horloges mécaniques pour rentrer dans la salle des horloges électriques. Et alors, s'il y a bien une star, unique au monde, à venir voir dans cette salle, c'est cette horloge qui est juste ici. C'est ce que l'on appelle une horloge mère et elle a été réalisée par Charles Poncet et ses élèves en 1900. Alors, ce que je vais faire, c'est que je prends mon téléphone, je vais l'approcher de l'horloge pour que vous puissiez bien la voir, la découvrir. Et puis après, je vous en parlerai un petit peu. Et surtout, je vous parlerai d'une histoire que j'aime beaucoup, en fait, c'est comment a été institué le temps universel pour toute la planète. Alors, je vais prendre tout ça. Comme d'habitude, je vais essayer de bien cadrer. Hop là, voilà. J'espère que vous n'avez pas trop le mal de mer. J'ai un peu de... Alors, j'ai perdu la connexion. J'ai essayé de pas trop me pousser dans les coins. Voilà, donc cette horloge mère que vous voyez ici, réalisation de Charles Poncet, tout en laiton. Peut-être que vous êtes en train de voir un volant qui tourne là. C'est ce qu'on appelle un volant. Il va pas falloir que je me pousse de trop, je vais rester comme ça. Et puis tout en haut, un tout petit cadran tout simple. Peut-être que vous voyez, alors est-ce qu'on va me voir là, voilà, juste là, une autre horloge au mur. Ça, c'est l'horloge réceptrice. Horloge mère, horloge réceptrice. Alors, je vais vous présenter tout ceci. Tout d'abord, hop, voilà, on va partir sur un contexte historique. L'horlogerie électrique va débarquer dans la mesure du temps dans les années 1840 environ. Alors pourquoi est-ce qu'on va vouloir mettre de l'électricité dans l'horlogerie? Eh bien, ça va être la source d'énergie, l'horlogerie. Vous vous souvenez, dans les horloges que je vous ai présentées les semaines précédentes, soit c'était remontage à ressort, soit c'était remontage à poids. C'est la source d'énergie. Le problème, c'est que le poids, au bout d'un moment, il va arriver en bas, il va falloir le remonter. Et le problème du ressort, c'est que quand vous le remontez à fond, il a énormément d'énergie. Donc, votre horloge risque d'avancer. Une fois que le ressort sera un peu en bout de course, on va manquer d'énergie. Donc, votre horloge risque de retarder. Quand vous mettez de l'horlogerie, de l'électricité, dans un système horloger, il n'y a aucun problème. L'électricité va avoir une constance de force qui va donner une source d'énergie qui sera toujours égale, qui va permettre à votre horloge de rester tout le temps. Tout le temps à l'heure tout le temps précise. Puisque de la précision de votre horloge dépend certes le balancier, mais également la diffusion de la source d'énergie. Le premier à penser ça, c'est un horloger écossais. Il va très vite se faire piquer son idée. Et puis, l'électricité dans l'horlogerie va être adaptée dans tous les systèmes de distribution des heures. Alors, il y a un système de distribution des heures qui va être très important au milieu de ce 19e siècle, qui va se développer en parallèle d'un nouveau moyen de transport, le chemin de fer. Et s'il y a bien un système de moyen de transport qui est réglé par rapport aux horaires, eh bien c'est le train. Au départ où les chemins de fer se développent, il y a une seule et unique rail, ce qui signifie que vous avez un train qui va faire un chemin de A à B et un autre train qui va faire un chemin de B à A, le tout sur la même ligne. Donc vous êtes obligé d'être vachement coordonné parce que sinon, bing, accident, ça va rater. Cette transmission d'horaire, elle va être géniale. Notamment pour les voyageurs, quand vous allez être sur les quais de gare, il va falloir que toutes les horloges des quais passent à la même heure en même temps. Il va falloir que l'horloge de la salle des pas perdus de la gare passe à l'heure en même temps que toutes les horloges qui sont sur le quai de gare. Même chose pour l'horloge du fronton de la gare. Alors, comment réaliser ce tour de magie? Moi, j'ai toujours en tête le film Hugo Cabret. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Voilà, c'est un super ode à la mécanique, ce film. Et puis, l'histoire est vraiment très jolie de ce petit garçon. Et on voit Hugo Cabret dans la gare qui va remonter toutes les horloges de la gare. En fait, non, ça ne marche pas comme ça. Ça marche avec un système d'horloge mère et d'horloge électrique. Mon horloge mère qui est là, c'est la seule qui va être à l'heure. C'est elle qui va garder l'heure.
Alors j'aurais bien aimé reprendre mon téléphone et le rapprocher, mais je risque de perdre la connexion, donc je préfère rester comme ça, je suis désolée. Donc cette horloge-là, vous la mettez à l'heure, elle va être reliée à d'autres horloges réceptrices, donc je vous rappelle le cadran que vous voyez dans le fond juste derrière moi, par des fils électriques. À chaque fois que vous voyez tourner le volant qui est juste là, ça signifie qu'une minute est passée, un contact électrique va se faire et blim, toutes les horloges réceptrices vont changer de la minute en même temps. Donc une fois que ce problème est réglé, eh bien c'est bon, vous avez toutes vos horloges qui sont calées. Alors ça marche pour les gares, ça marchait également pour les entreprises, ça marchait également pour les écoles et les salles de cours. D'ailleurs, celle que vous voyez là d'horloge, réalisée par Charles Poncet, elle était installée dans le hall d'entrée de l'ENH et eh bien elle distribuait l'heure à l'horloge du fronton de la mairie grâce à une autre grosse horloge qui est exposée au premier étage de la mairie de Cluses, si jamais un jour vous voulez aller la voir. Elle est magnifique, c'est également une réalisation de Charles Poncet, c'était vraiment un homme qui savait faire vraiment de belles réalisations, hein, ce Charles Poncet. Et voilà quoi, donc l'horlogerie électrique, ça va quand même de pair avec ce monde moderne. On revient à nos trains. Dans ce premier quart de la deuxième moitié du 19e siècle, je ne sais pas si vous me suivez un petit peu, on a donc dit que les chemins de fer se développaient. Les horaires correspondent. À partir du moment où on a commencé à faire des rails et des chemins et des trajets de plus en plus longs, il y a eu un petit souci. Enfin, un petit souci, c'est un doux euphémisme, je dirais plutôt qu'il y a eu un gros souci. Les horaires de deux villes très éloignées ne correspondaient plus. Alors, comment ça se fait? Deuxième moitié du 19e siècle, à peu près 36 800 communes en France, 36 800 heures différentes. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? 36 800 heures différentes. Avant 1885, il n'y a pas de méridien de référence. La seule référence pour vous donner l'heure, c'est celui qui brille là-haut, c'est le soleil. Les horloges mécaniques et les horloges électriques sont mises à l'heure par rapport à une horloge de référence, le cadran solaire, qui va vous donner l'heure solaire. Par contre, ce qu'on n'avait pas encore bien pensé, c'est que l'heure solaire est donnée justement par la rotation de la planète et sa révolution autour du Soleil. Et rajoutée par-dessus la latitude sur laquelle vous vous trouvez. Étant donné que notre Terre tourne d'est en ouest, quand il est midi à Brest, ça fait belle lurette que midi à Strasbourg est passé. Il y a environ 45 minutes de décalage entre Strasbourg et Brest. Donc à partir du moment où vous faites des petits voyages, ça se voit pas, ça se ressent pas. À partir du moment où vous commencez à vouloir traverser la France en largeur ou en longueur, là il y a souci. Donc, ce que l'on va faire à partir des années 1860, on va décider d'établir une heure de référence pour toutes les gares. On va prendre l'heure de Paris, qui sera l'heure des gares, l'heure des chemins de fer. Et puis, à côté de cette heure de référence pour les trajets, vous avez l'heure du lieu dans lequel vous vous trouvez. 2 heures différentes, ce qui va donner naissance à des formes de monde assez sympathiques. On en a d'ailleurs au musée. Il y en a une qui est dans la vitrine des montres réalisées par les élèves. Une montre avec 2 cadrans. Cadran d'heure d'arrivée et cadran d'heure locale. Donc c'est assez sympathique. Je vous invite à venir les découvrir, ces montres, une fois que les musées pourront rouvrir. Et c'est un petit peu le bazar, voilà. Donc le chemin de fer soulève ce problème. Il y a un autre problème qui va être soulevé, c'est à partir du moment où vous allez commencer à changer de continent. Si on suit la logique de l'heure solaire, si vous partez de Brest, que vous traversez l'Atlantique et que vous allez à New York, vous allez faire la course avec le soleil. En fait, vous allez faire la course avec le temps, puisque vous allez d'est en ouest. Par contre, si vous faites le chemin inverse, que vous allez d'ouest et que vous retournez en est, là, vous allez remonter le temps. Donc, il va falloir quand même essayer d'harmoniser tout ça. En 1885,
à la demande d'un ingénieur des chemins de fer du Canada, va être organisée ce que l'on appelle la Convention de Washington. Le but, définir un méridien de référence pour que chaque pays puisse avoir une heure de référence et que tout ceci facilite les transports à travers le pays. Parce que si en France, on a juste une heure et pas de différence, à l'époque, au Canada ou aux États-Unis, c'est 3 fuseaux horaires qu'ils ont quand même à gérer. Alors il y avait des ingénieurs qui avaient mis au point des tableaux de correspondance d'heures. Alors ça, j'ai beaucoup lu d'informations dessus, j'en ai jamais vu des tableaux comme ça, j'aimerais bien en avoir un entre les mains, mais figurez-vous que ces tableaux de correspondance d'heures étaient remis aux voyageurs. À partir du moment où vous changiez de compagnie de transport de chemin de fer, il fallait que vous ayez ce fameux tableau de correspondance d'horaire, attraper le bon train et puis réussir à traverser le pays. C'était quand même une sacrée aventure à cette époque-ci. Donc j'en reviens à ma convention de Washington. On va proposer 3 méridiens de référence au vote. Une vingtaine de pays y participent, forcément, dont la France. Les 3 méridiens qui sont proposés, le méridien de Greenwich, vous le connaissez. Ensuite, la France va proposer le méridien de Paris. Le méridien de Paris sera refusé, donc la France va dire ok, nous on va proposer le méridien des îles de Fer et le méridien des Açores. Le vote est fait sur à peu près les 25 pays qui participent à la convention. Il va y en avoir 22 qui vont voter pour le méridien de Greenwich, 22 qui vont s'abstenir et un qui va voter contre. Alors peut-être que vous êtes en train de vous dire que c'est la France qui a voté contre. Eh bien non, c'est pas la France. La France s'était abstenue. Donc avec la majorité, le méridien de Greenwich est défini comme méridien de référence. La France, la délégation française va rentrer en France et va décider de ne pas reconnaître le méridien de Greenwich. Alors pourquoi elle va décider de ne pas le reconnaître et pourquoi elle avait proposé le méridien de Paris ? Peut-être que vous ignorez la chose, mais figurez-vous que le premier pays au monde à garder l'heure, c'est-à-dire à la surveiller et essayer d'avoir un temps de référence précis, c'est la France. 1667, c'est la date où est fondé l'Observatoire de Paris, qu'on appelait à l'époque le Bureau des longitudes. Alors pourquoi est-ce qu'on va fonder ce Bureau des longitudes ? Une seule et unique raison. La course à la précision sur les mers. On voulait pouvoir naviguer très rapidement du côté des Amériques pour pouvoir ouvrir des routes commerciales. À partir du moment où vous êtes le premier sur la route commerciale, vous avez gagné la course au cocotier, c'est-à-dire que vous aviez le monopole sur les mers. Donc c'est pour ça que la France l'a un petit peu mal vécu. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi le méridien de Greenwich, vous allez me dire ? Parce qu'en 1885, 80% de la flotte maritime mondiale bat pavillon anglais. De ce fait, toutes les cartes de navigation maritime sont indexées sur le méridien de Greenwich. Alors il y avait tout le système de navigation maritime qui était le seul système de communication internationale de l'époque est basé sur ces cartes. On n'allait quand même pas remettre en cause toutes ces cartes et tout ce système de navigation. Donc la France le refuse et c'est uniquement en 1911, par un décret voté par les députés de l'époque, que la France va adapter le méridien de Greenwich comme le méridien de référence. Donc il n'y a pas si longtemps en fait qu'on est à l'heure internationale en France. Et puis, petit calcul mathématique, tiens, on a 24 fuseaux horaires, donc le méridien de Greenwich, le méridien 0, tout ce qui est à l'est, ça va être du négatif, tout ce qui est à l'ouest, ça va être du positif. Vous vous souvenez comme on fait la course avec le soleil autour de la planète. 24 fuseaux horaires, un fuseau horaire, c'est un angle de 15 degrés, puisque 24 fois 15 est égal à 360. Voilà.
pour cette histoire. Alors le temps universel, comme on l'appelle par rapport à Greenwich, c'est l'heure GMT, Greenwich Mean Time. Mais sachez que depuis les années 1970, eh bien, on a laissé l'heure GMT pour adapter l'heure UTC. Voilà, c'est le temps universel coordonné. La base de temps n'est plus donnée tout du moins par le soleil comme le méridien de Greenwich, mais est donnée par la définition de la seconde grâce aux horloges atomiques et aux horloges qui fonctionnent grâce aux atomes de césium-133. Donc on a une définition d'horaire qui est beaucoup plus précise et qui est utilisée eh bien, par les astronautes. Et voilà pour cette énorme parenthèse sur l'élaboration du temps universel. Je vous dis quelques petits mots très rapides sur cette horloge-là. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un exemplaire unique réalisé par Charles Poncet et ses élèves. On est en 1900. Et alors, quand je vous dis que l'horloge elle a été réalisée, c'est que toutes les pièces de cette horloge sont sorties de la matière brute et ont été d'abord façonnées avant d'être assemblées. C'est un travail magnifique de précision. Cette horloge, en fait, elle fonctionne mécaniquement, mais elle est remontée électriquement toutes les 15 minutes. Alors, je vais reprendre mon téléphone. Je vais essayer d'aller vous montrer le dessous de l'horloge. Alors, j'espère que là, je ne vais pas perdre la connexion. Hop, je vais la remettre parce que j'ai repéré. Alors voilà, ouais, je vais plus bouger parce que du coup, je perds vraiment les connexions. Juste dessous, en fait, là, sous le capot, se trouve un grand balancier et puis eh bien, une grosse pile qui permet de décharger eh bien, de l'électricité tous les quarts d'heure. Cette électricité qui est déchargée va remonter une pièce qui est juste au centre, sous le cadran de l'horloge, qui est le barillet où se trouve le ressort. Donc l'électricité, elle va remonter notre ressort, ce qui fait qu'on va rester sur un ressort qui va être remonté au mieux de l'énergie qu'il va pouvoir délivrer à l'horloge. On ne va pas avoir ce problème de ressort trop remonté, horloge qui avance, ressort en fin de course, horloge qui retarde. Et ce remontage par contact électrique se fait par un interrupteur très spécial, juste par là. Voilà, on est à ce niveau-là. Je suis désolée, je vois que vous ne voyez pas très bien, donc je vous invite vraiment à venir en visite guidée quand le musée sera ouvert. Il y a 2 ampoules de mercure qui vont basculer tous les quarts d'heure et qui vont faire contact et qui vont faire le même boulot qu'un interrupteur chez nous et qui va délivrer l'électricité et qui va permettre eh bien, de remonter le ressort. D'ailleurs, ça fait un bruit particulier. Voilà, et ben j'en ai terminé avec ce live. J'espère que vous avez apprécié. Je suis désolée pour les pertes de connexion. J'aurais vraiment voulu approcher mon téléphone un petit peu plus. L'image semble inversée. Oui, effectivement, je me vois en miroir grâce au 24 qui est juste là. Voilà, c'est un petit peu le monde qui est un petit peu en dessus-dessous en ce moment. Donc 2 choses que je voulais vous dire. La première, c'est que si vous aimez les lives du vendredi, que vous êtes au rendez-vous tout le temps, comme Monsieur Castagnier, merci de nous suivre. C'est le 2e vendredi que je vous vois communiquer avec moi par message, donc c'est chouette. Et ben si vous avez des idées de pièces que vous voulez découvrir, n'hésitez pas, hein, je vous le dis encore jusqu'à 10 heures, j'étais en hésitation avec une autre pièce à vous montrer. Et puis, plus pour la présentation, je fais des tests de voir comment ça rend à l'écran avant de vous présenter tout ça. J'ai laissé tomber une pièce pour prendre celle-là. Mais je ne désespère pas, j'ai 1 semaine pour trouver comment vous présenter une montre. Voilà, c'est avec une montre que je voulais faire ma médiation du vendredi matin. Mais si vous voulez, vous avez des propositions, des demandes, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur notre Facebook. Et la deuxième chose, lundi dernier, on a publié
un appel à participation sur notre page où l'idée en fait c'est de faire un musée d'horlogerie virtuelle. C'est-à-dire que tout à chacun est invité à poster sur notre page Facebook en dessous du commentaire d'appel à participation. Vous le retrouvez tout de suite parce que le com il est épinglé en haut de page. Et bien de présenter une montre, une horloge, mais vous n'êtes pas obligé de présenter une pièce de collection, hein, loin de là. C'est vraiment juste pour pouvoir faire un musée qui est propre à nous. Et plus vous serez nombreux à participer, et plus on pourra enrichir cette collection et plus on pourra la présenter vraiment autrement. C'est-à-dire qu'on a vraiment envie au musée de faire vivre cette participation. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez me présenter votre montre et que vous ne savez pas comment vous y prendre. Et ben vous n'hésitez pas, vous nous envoyez les photos de la pièce, que ce soit une montre ou une horloge, vous nous dites, bah voilà, moi j'aimerais bien présenter celle-ci, mais je ne sais pas trop. Envoyez-nous un message, on va vous aider en fait à connaître votre horloge et puis ensuite, libre à vous d'utiliser les éléments qu'on vous a donnés pour présenter votre pièce. Voilà. Nous, ça nous fait plaisir, ça nous fait un petit peu échanger avec vous parce que je ne vous cache pas que de voir le musée vide et pas de visiteurs, c'est un petit peu tristoun. Donc comme on n'arrive pas à vous voir en vrai, vive les réseaux sociaux, on arrive à vous voir comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à participer, plus vous serez nombreux, plus on pourra faire un truc sympa. Alors ça peut être, je sais pas, hein, le côté nostalgique avec la montre de votre grand-père, la première montre que vous avez eue, vous êtes super fiers parce que vous avez eu une belle horloge. Ça peut être aussi quelque chose de très drôle, hein. Nous on a quelqu'un qui nous a posté sur notre page, d'ailleurs je vous invite à aller voir le post, un réveil chat naturel. Voilà, la personne nous a posté son chat en nous disant qu'il était plus ou moins précis d'un quart d'heure le matin pour pouvoir sonner le réveil, entre guillemets. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir, que ce soit avec l'horloge du four, la tablette, n'importe quoi, vraiment. Une chose réelle, une chose drôle, n'hésitez pas, partagez avec nous cette passion de l'horlogerie. Voilà, eh bien je m'arrête ici, j'espère que vous aurez passé un beau moment. Si jamais vous regardez le live en décalé, eh bien je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, et puis eh bien je vous dis à bientôt pour un prochain live, et je travaille sur la montre, promis juré. Eh bien, monsieur Birki, pas de problème, moi ça me fait plaisir, franchement c'est chouette, voilà, de savoir qu'il y a des gens qui sont derrière leur téléphone, leur ordi, et qui partagent avec nous la passion de l'horlogerie. Donc passez une bonne journée, pensez bien à notre post, n'hésitez pas à partager, à nous contacter, à nous faire un truc nostalgique, à nous faire un truc drôle, bref, partagez avec nous, on adore ça. Bon week-end tout le monde, à bientôt, et puis à vendredi surtout, bye bye.